Bon, bonsoir à tous. Alors, bonsoir à tous. On essaye de mettre en place le live sur Facebook en même temps. Mais en attendant, on va commencer. Donc, bienvenue dans cette conférence. Je suis Cyril Smith, l'animateur du collectif lyonnais de l'association Agir pour le climat. Et je serai donc l'animateur de cette webconférence. Avec nos intervenants qui sont aimablement accepté notre invitation, nous allons parler du financement du gigantesque chantier qui est la rénovation énergétique. Donc nos intervenants de ce soir sont Nicolas Dufresne, le directeur de l'Institut Rousseau, Olivier Sidler de l'association Megawatt, porte-parole et cofondateur, et Édouard Bouin, administrateur général de Agir pour le climat. Ils sont tous les trois co-auteurs d'une tribune qui est parue dans le journal Le Monde le 20 juin dernier, ayant pour titre « Où trouver 25 milliards d'euros pour rénover 700 000 logements chaque année ». Donc je vais laisser se présenter eux-mêmes, ainsi que leurs organisations. Olivier, si tu veux commencer. Alors, il faut juste activer le micro. Alors, si. Là, normalement, c'est bon. C'est bon, vas-y. Voilà. Bon, bonjour. Donc, moi, je suis fondateur du bureau d'études d'Enertech que j'ai géré jusqu'à ma retraite, puisque depuis 4 ans, je suis maintenant à la retraite. On était spécialiste de l'énergétique du bâtiment et j'ai travaillé une vingtaine d'années sur la question spécifique de la rénovation. J'ai présenté dès 2003 un grand programme de rénovation de l'ensemble du parc de bâtiments français aux conseillers du président de la République. On est 17 ans après, mais ça n'a toujours pas commencé. Sinon, je suis cofondateur de l'association Megawatt, qui a été créée en 2001, qui regroupe essentiellement des spécialistes de l'énergétique, des professionnels, mais qui n'ont rien à vendre, c'est important. Nous pensions qu'il y avait certainement une autre façon d'imaginer l'avenir énergétique de notre pays, alors qu'à l'époque, il s'agissait toujours de produire plus, de consommer plus, et on se disait que tout ça, ça finirait assez mal un jour ou l'autre. Et donc, on s'est engagé dans une réflexion collective sur comment faire différemment, ce qui nous a amené à faire plusieurs versions d'un scénario énergétique à l'horizon 2050, la dernière version datant de 2017, et la suivante étant en préparation et sortira d'ici 1 an ou 2. Voilà. Nous avons fait un certain nombre de travaux également plus spécifiques, plus ciblés. Et nous avons actuellement beaucoup de contacts dans les milieux ministériels pour essayer de faire avancer ces idées-là. Voilà très rapidement présenté l'association Megawatt, dont je suis par ailleurs porte-parole aujourd'hui. Merci. Merci Olivier. Nicolas, est-ce que tu veux te présenter? Nicolas Dufresne. Oui, merci. Bonjour, bonjour à tout le monde. Donc Nicolas Dufresne, donc je suis haut fonctionnaire, économiste, je suis directeur de l'Institut Rousseau. L'Institut Rousseau est un nouveau laboratoire d'idées qui a été fondé au début de cette année, qui a comme président Gaël Giraud et qui a pour vocation de faire des propositions de faire des propositions de rénovation, j'allais dire, sociale, écologique et institutionnelle de notre vie sociale et politique. Donc, et donc, nous avons publié un certain nombre de notes portant à la fois sur des thématiques de financement de la rénovation écologique, de transport, de réforme institutionnelle, de réforme sociale, de politique publique. Voilà, nous avons vocation à émettre des propositions concrètes dans toute une série de domaines afin de faire avancer les politiques publiques. Et donc, je me réjouis ce soir de pouvoir discuter avec vous de la question de la rénovation énergétique des bâtiments, qui va être une des questions centrales dans la reconstruction écologique à venir pour la décennie à venir. Voilà. Merci Nicolas. Édouard Bouin de Agir pour le climat.
Très bien, bonjour à toutes et tous, et c'est aussi un grand plaisir parce que ce travail d'élaboration d'une tribune avec Olivier, Nicolas et d'autres qui nous ont aidés à l'écrire a été un joli moment. Et puis, c'est le début d'une collaboration que j'espère productive pour la suite. Donc, Agir pour le climat, alors moi je suis administrateur général, j'étais d'abord bénévole. Donc, Agir pour le climat était l'association qui portait le pacte finance-climat, qui a été lancé par Jean Jouzel, le climatologue, par Pierre Larouturou, agronome et qui est maintenant député européen, par Anne Essel et puis par bien d'autres, et notamment Nathan qui est là, qui est un des plus jeunes activistes, je dirais, du pacte à l'époque. Et cette idée, au moment des européennes, a pris corps, et tant et si bien qu'elle a, j'allais dire, elle a percolé dans l'ensemble d'un certain nombre de listes. Et cette idée du pacte financement, où on mettait la finance au service de la cause de réduction des gaz à effet de serre pour pouvoir tenir les accords de Paris, eh bien, a pris corps dans cette volonté de lancer une banque européenne du climat et de la biodiversité. Et puis, on a eu, j'allais dire, vraiment l'encouragement de nos efforts est arrivé avec le Green Deal qui a pris corps et qui est en train d'être travaillé. Donc, on ne relâche pas du tout puisqu'il faut vraiment qu'on y arrive. Et le fait d'avoir, avec l'Institut Rousseau, des personnes ayant la carrure de Nicolas pour nous aider à structurer notre pensée, et puis de l'autre côté, des gens comme Olivier qui, eux, ont les mains dans, j'allais dire, dans la trousse à outils depuis des années. Je pense qu'on va essayer de faire en sorte que l'argent qui va sortir, et notamment dans cette période du plan de relance, puisse aller là où il faut pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, et notamment dans les bâtiments. Merci Edouard. Alors, donc merci à tous les trois. Pour les internautes qui nous regardent, il y a Nathan Burlon qui est avec nous, qui est le vice-président de l'association Agir pour le climat et qui, pendant les interventions de nos amis, va recenser les questions des internautes qui seront ensuite posées à la fin de l'intervention de chacun. Si vous voulez bien, on va commencer directement avec la première question que je vais adresser à Olivier Sidler de Megawatt, l'association Megawatt. Olivier, est-ce que tu pourrais nous éclairer sur un peu dresser un constat du chantier de la reconstruction écologique de façon générale et plus précisément sur le chantier de la rénovation énergétique, que l'on puisse un peu mesurer l'ampleur du sujet. Merci. Alors, la France s'est dotée par voie législative d'un certain nombre d'objectifs qui sont extrêmement ambitieux, que je rappelle très vite. D'ici 2050, nous devons être neutres en carbone. D'ici 2050, l'ensemble du parc de logement doit avoir été rénové au niveau BBC. BBC, ça veut dire bâtiment basse consommation. C'est des bâtiments qui correspondent aujourd'hui aux classes énergétiques A et B. Effectivement, il y a très peu de logements qui sont à ce niveau-là en ce moment en France. Et puis le troisième objectif qui est important, c'est que d'ici 2028, tous les logements baptisés des passoires énergétiques, ceux qu'on classe avec l'étiquette F et G, devraient avoir été rénovés. Il y en a quand même près de 9 millions. Donc il y a beaucoup d'ambition depuis 2015, on va dire des choses comme ça. Il y a beaucoup d'ambition dans les gouvernements successifs et pourtant, quand on fait le constat aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe? On vit actuellement sur un plan de rénovation qui a été lancé par le gouvernement actuel en avril 2018. D'après le ministre en charge de ce plan tourne au ralenti. C'est lui-même qui le dit. Première chose. Deuxième chose, cette semaine, à la télévision, j'ai vu Daniel Cohn-Bendit parler des relations qu'il avait, un peu privilégiées, hein, bien sûr, avec notamment le Premier ministre, celui qui vient de partir. Et il a dit que ce Premier ministre avait toujours affirmé qu'il ne croyait absolument pas dans le projet de rénovation parce que c'était un projet très cher et qui n'apportait aucune économie.
Ceci peut expliquer beaucoup de choses. Troisième élément important, la Convention citoyenne, regroupant donc 150 citoyens tirés au sort qui ont travaillé pendant 9 mois sur les questions environnementales, vient de proposition numéro 1, l'obligation de rénovation thermique des logements. Et puis, dernier élément, quand on discute avec les élus notamment, ils nous font part de la difficulté qu'ils ont devant la recevabilité d'une obligation à rénover, recevabilité des Français. Donc on est dans une situation qui est assez complexe, où on a l'impression que le politique n'est pas franchement en train d'avancer. Il a la conviction que ça ne sert à rien. On peut trouver les explications de ceci d'ailleurs. Et puis en même temps, des poussées citoyennes qui sont fortes et des élus qui ne savent pas ce qu'il faut faire, parce qu'effectivement, ça a l'air tellement énorme de rendre obligatoire la rénovation que tout le monde campe un peu sur sa position. Il faut signaler quand même qu'il y a depuis 2007 des sondages d'opinion faits par l'ADEME, par l'organisme OpinionWay. Parmi les questions qui sont posées tous les ans, c'est les mêmes questions, il y en a une sur l'obligation à rénover. Eh bien, depuis 2007, tous les ans, l'opinion favorable pour rénover évolue entre 65 et 80% des réponses. Ça veut dire que les Français ne sont pas hostiles à l'obligation de rénover. Ça, c'est quand même important de le prendre en compte. Alors, quelles sont les causes de cet échec? Pourquoi est-ce qu'effectivement, aujourd'hui, il ne se passe rien en matière de rénovation, malgré ce que l'État a pu mettre en place? Pour moi, il y a 2 erreurs majeures dans le programme du gouvernement. La première, c'est qu'il vise l'incitation. Effectivement, vous avez des aides, des primes, tout ce que vous voulez, vous le faites si vous avez envie de le faire. Il y a 2 ans, l'association Négowatt, on a fait faire un benchmark européen aux étudiants de Sciences Po sur la rénovation en Europe. Tous les pays européens procèdent de la même façon par incitation, avec des fortunes diverses. Certains sont très libéraux, comme les Anglais, mais le Green Deal est déjà arrêté. D'autres, comme les Allemands, sont très organisés. Il y a un ingénieur qui intervient avant, il y a un ingénieur pendant les travaux, il y a quelqu'un qui réceptionne les travaux, puis il y a des subventions importantes. Ce sont les Allemands qui s'en sortent le mieux dans cette stratégie d'incitation. Mais savez-vous qu'avec tout ce qu'ils font pour ça, ils ne rénovent que 30 000 logements par an au niveau BBC, alors qu'ils devraient en rénover 1 million par an. Ça veut dire qu'en réalité, l'incitation, même menée de la meilleure façon qui soit, ne permet d'atteindre chaque année que 3% de ce qu'il faudrait atteindre, c'est-à-dire rien. Donc on peut continuer à inciter, on sait qu'il ne se passera rien et on sait qu'on va dans un mur. La conclusion, elle est claire, il faut rendre obligatoire. On va voir sous quelles conditions. On ne peut pas rendre obligatoire n'importe comment. La deuxième erreur du programme actuel, c'est qu'il envisage la rénovation par étapes. C'est-à-dire une année, vous avez envie de changer 3 fenêtres, l'année d'après, vous avez envie d'isoler un petit bout de votre toiture, une autre année, vous avez envie d'isoler un bout de mur, et on espère qu'en 2050, on pense même qu'en 2050, vous serez arrivé au bout du compte et que votre logement sera BBC. Alors ça, c'est l'erreur, peut-être l'erreur, vraiment une erreur importante. Pourquoi? Parce que d'abord, cette rénovation par étapes, elle coûte 20 à 25% que si vous faites les travaux en une seule fois, globalement, au meilleur niveau de performance. Ensuite, elle conduit à des niveaux d'économie d'énergie qui sont très réduits. Pourquoi? Parce que, en fait, chaque artisan intervient et préconise ce qu'il a envie de préconiser, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément au bon niveau de ce qu'il faudrait. Les résistances thermiques qui sont mises dans les murs sont souvent insuffisantes, les interfaces ne sont pas traitées. Donc on a effectivement d'énormes ponts thermiques qui subsistent et la réalité montre effectivement que les logements rénovés de cette sorte ne conduisent pas à des performances exceptionnelles du tout. Et ça ne va pas. C'est aussi une façon de procéder qui conduit à de nombreuses pathologies. C'est-à-dire que souvent, on va changer les fenêtres, on ne va pas mettre une ventilation mécanique. Résultat, il va y avoir des condensations, des moisissures. Donc on a de la pathologie sanitaire. Voilà.
Donc c'est une erreur de procéder de la sorte. Ce qu'il faut, c'est à tout prix procéder d'une façon qui est unique, en une seule fois, et au bon niveau de la performance, c'est-à-dire arriver d'emblée au niveau BBC. Alors ça, c'est vraiment important. Mais alors, comment rendre acceptable cette obligation de rénover au meilleur niveau et en une seule fois? Bien, quand les citoyens ont été reçus par le président de la République récemment, il leur a dit l'obligation de rénover, je ne suis pas très favorable parce que les Français ne vont pas pouvoir le financer et ça va être la crise. Alors c'est sûr que si vous présentez l'obligation de rénover aux Français de cette façon, ils seront contre. La question, c'est donc comment est-ce qu'il faut leur présenter les choses pour que l'obligation de rénover soit acceptable. À mon avis, il y a plusieurs façons. D'abord, faire de la pédagogie. Les Français ne sont pas plus bêtes que n'importe qui d'autre. Si on leur explique les raisons profondes, je pense qu'ils accepteront. Et la meilleure preuve, c'est justement ces 150 citoyens. Ces 150 citoyens, ils ne connaissaient rien du tout aux questions environnementales. Ils ont fait l'effort pendant 7 week-ends de 3 jours, plus du travail chez eux, d'écouter des spécialistes qui sont venus leur expliquer quelle était la nature des problèmes qui se posaient. Et je me souviens toujours d'un d'entre eux, interviewé après 1 ou 2 week-ends, qui a dit on nous a dit qu'on émettait 11 tonnes de gaz carbonique par an et qu'il ne fallait plus en émettre que 2 à partir de maintenant. Et depuis ce jour, je ne dors plus. Le fait d'avoir l'information lui a fait prendre conscience de la gravité de la situation. Et comme ces 149 pairs, ils ont, à la fin de leurs travaux, finalement, conclu les mêmes choses que ce que les experts proposent depuis des années, c'est-à-dire il faut rendre obligatoire la rénovation, etc., tout un tas de dispositions. Donc la pédagogie permettra de faire comprendre cette obligation et donc de la faire accepter. Ça, c'est le premier point, mais c'est peut-être pas forcément le plus important. Le plus important, il tourne effectivement autour de la question financière. Il faut à tout prix que l'ensemble du montant des travaux pour l'ensemble des ménages soit financé. Il ne faut pas qu'un ménage se retrouve dans l'impossibilité de financer. Tout le monde doit bénéficier de ce financement. C'est la première condition. La deuxième condition, c'est qu'on aille effectivement vers un véritable guichet unique. Un seul point pour avoir son financement, alors qu'aujourd'hui, il faut remplir 8 dossiers, vous pouvez attendre jusqu'à 15 mois pour avoir des réponses. C'est tellement complexe que la moitié des Français qui veulent rénover abandonnent à cause de la complexité des dispositifs de financement qui sont en place. Donc, deuxième critère, le guichet unique. Troisième critère que nous avons rajouté, c'est on aimerait bien que dès la première année, tous les ménages, ou presque, puissent gagner de l'argent. Et pour ça, il suffit que le moyen de financement qu'on va leur proposer soit tel que l'annuité du remboursement de ces prêts soit inférieure à l'économie d'énergie qu'ils vont faire. Donc il faut qu'on arrive à régler cette affaire-là, et si il en est ainsi, bien dès la première année ou très rapidement, les gens vont gagner de l'argent. Ça veut dire qu'ils vont gagner en pouvoir d'achat, tout le monde sera heureux, et on ne voit pas pourquoi les gens le refuseraient à partir de ce moment-là. Donc voilà les conditions qu'il faut qu'on arrive à réunir. Quel est le mode de financement? Comment est-ce qu'on peut trouver cet argent, sachant qu'il s'agit, si on veut rénover 700 000 logements par an, qui est bien l'objectif, puisqu'on doit en rénover un peu plus de pratiquement 22 millions en 30 ans, ça en fait 700 000 par an. Ça va coûter environ 25 milliards par an. Quels sont les moyens de financement dont on dispose pour financer ces 25 milliards de la façon que je viens de décrire, c'est-à-dire faire en sorte que pour les particuliers, effectivement, ce soit indolore et qu'ils puissent gagner de l'argent dès la première année. C'est à ces questions-là que nous allons tenter de répondre maintenant tous ensemble. Je rappelle juste que ce programme de rénovation, c'est la porte d'entrée dans la transition environnementale et énergétique. C'est quand même là qu'il est le plus simple d'agir aujourd'hui. Si on n'est pas capable de le faire là, je ne sais pas comment on le fera dans les autres domaines. C'est la possibilité de créer 200 000 emplois qui viendront se substituer
aux emplois qui vont bientôt diminuer dans la construction neuve du fait d'un tassement de la démographie, comme nous l'indique l'INSEE, ça veut dire qu'il y a une reconversion et que la rénovation sera bienvenue à ce moment-là. C'est la possibilité de réduire le déséquilibre de notre balance commerciale, c'est la possibilité de réduire la dette de la France chaque année, puisqu'on achète 60 milliards d'énergie à l'étranger, bien sûr, et que tout ça, c'est pas forcément souhaitable. Et puis, finalement, c'est la possibilité, au lieu de dépenser cet argent à l'étranger, de valoriser au contraire, financer des travaux en France, et donc des emplois qui seront, des créations d'emplois qui seront délocalisés et non délocalisables. Ça n'a donc que des vertus. Et donc, il faut qu'on réussisse ce pari-là. Voilà un peu comment se pose le problème aujourd'hui, et voilà ce à quoi, les questions auxquelles on va tenter de répondre tous ensemble ce soir. Merci Olivier. Merci Olivier, oui, donc on a bien saisi l'importance de saisir de ce problème de la rénovation énergétique. Et donc, comme tu disais, il y a un point très important et point bloquant, c'est les sources de financement. Et du coup, je vais m'adresser à Nicolas Dufresne, directeur de l'Institut Rousseau. Nicolas, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ces points de blocage et les moyens d'y remédier? Oui, alors d'abord, je rejoins en tout point Olivier et je suis entièrement d'accord avec lui sur le fait qu'il faut faire aussi de la pédagogie et notamment de la pédagogie d'un point de vue économique. Et donc, je vais essayer aussi de rappeler tous ces avantages. Olivier a commencé à en dresser un certain nombre qui sont tout à fait justes. Il faut aussi dire donc que ça permet la diminution de la consommation d'énergie, ça permet c'est bon pour la planète, donc du point de vue des émissions, mais c'est aussi bon pour la santé publique, puisqu'il y a quand même des millions de Français, on estime de 7 à 8 millions le nombre de passoires thermiques, dont certains logements en très mauvais état qui entraînent des pathologies de santé et qui coûtent donc de l'argent, mais qui avant tout nuisent à la santé des gens. Ça permet aussi la rénovation, on le dit pas souvent, mais ça permet aussi de lutter contre l'artificialisation des sols, puisque dans les zones économiques non tendues, il est beaucoup plus rentable la plupart du temps de faire construire plutôt que de rénover des bâtiments. Or, faire construire sur des terrains non bâtis, parfois sur des terrains agricoles ou sur des terrains vierges, ça pousse, ça exerce une pression sur sur l'environnement, sur la biodiversité et aujourd'hui donc la rénovation énergétique des bâtiments est aussi un moyen de lutter contre ceci. Et puis c'est bien sûr un moyen non seulement pour les administrations, pour les entreprises et pour les ménages de gagner, de réduire leurs factures énergétiques et donc de gagner de l'argent, de réduire leurs dépenses sur ce poste du logement, dépenses, argent économisé qu'ils pourront consacrer à d'autres emplois et donc d'un point de vue économique c'est aussi tout à fait bénéfique. Et enfin, bien sûr, comme l'a rappelé Olivier, ça crée beaucoup d'emplois. Ça crée beaucoup d'emplois qu'il va falloir en effet basculer du domaine des constructions, de la construction à la rénovation. Mais ça peut aussi être, on voit bien que nos économies entrent dans une phase de mutation où toute une série de secteurs vont être impactés par la transition écologique et où il va falloir des grands plans de requalification des emplois et des compétences et la rénovation énergétique des bâtiments offre bien sûr des emplois qualifiés qui vont pouvoir durer pendant les décennies à venir. Voilà, alors effectivement, donc pour en venir plus spécifiquement sur la question du financement. Alors, moi je fais d'abord un constat qui est que les aides publiques toutes comprises, ça représente environ 5 milliards d'euros par an.
Et de plus en plus, on a une tendance à la diminution des aides budgétaires et une tendance à l'augmentation des aides accordées à travers les certificats d'économie d'énergie, qui sont donc purement une logique d'obligation pour le marché, d'obligation à faire, mais avec des mécanismes extrêmement compliqués qui mériteraient certainement d'être clarifiés. Et donc, je pense que déjà, il faut affirmer qu'on ne pourra pas il faudra choisir un moment entre la réduction des dépenses publiques et la réduction des émissions causées justement par les fuites énergétiques dans les bâtiments. On ne fera pas plus d'écologie avec moins de moyens, hein, ça c'est ce qu'on dit régulièrement à l'Institut Rousseau. Il faut bien sûr s'engager dans une politique de financement, ça représente 25 milliards d'euros par an, on est à 5 milliards. Alors bien sûr, on est à 5 milliards d'aides publiques, il y a ensuite la dépense privée qui s'ajoute à tout cela. Mais pour que la dépense privée soit efficace, il faut que les ménages, et notamment les ménages les plus modestes, puissent mettre un capital de départ qui soit suffisamment important pour leur permettre d'amorcer les travaux. Et puis, il faut aussi que dans les bâtiments publics, les ministères puissent engager des dépenses de transformation, de rénovation des bâtiments publics. Donc là, je parle sous le contrôle d'Olivier, mais on peut avoir des réductions d'énergie supérieures de la consommation d'énergie supérieure à 50%. Alors après, l'impact sur le prix dépend du type d'énergie, des fournisseurs, il y a différents impacts, mais ça peut être des impacts substantiels. Et donc, c'est tout à fait rentable, à la fois pour faire des économies dans le long terme, pour les ménages comme pour les entreprises, mais il faut un capital de départ important. Ce capital de départ important, on a réfléchi et donc il y a plusieurs points de blocage à l'heure actuelle. Un des premiers points de blocage, c'est évidemment la question des limites qui pèsent sur la dépense publique en temps normal. Alors, avec la crise du coronavirus, on a suspendu le pacte de stabilité, mais il n'est que suspendu, il n'est pas aboli. En temps normal, le déficit public ne peut pas dépasser 3% du PIB et le niveau de dette publique ne peut pas dépasser 60% du PIB. C'est ce qui fait que malgré des taux zéro, voire des taux négatifs tout au long de ces dernières années, les États européens en moyenne, alors ce n'est pas le cas de la France, je vais y revenir, mais les États européens en moyenne se sont désendettés ces dernières années, malgré des taux d'intérêt négatifs. On nous donne de l'argent pour emprunter, mais malgré tout, on se désendette au lieu d'investir, et donc on a des taux d'investissement public qui n'ont jamais été aussi faibles. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Il faudrait au contraire se saisir de ces taux d'intérêt faibles pour investir. On emprunte aujourd'hui, la France emprunte aujourd'hui à moins 0,1% à 10 ans et à seulement 0,6% sur 20 ans. Bon, d'un point de vue économique, on a tendance à dire que tant que la croissance est supérieure au taux d'intérêt, il est toujours rentable d'emprunter pour investir. À moins qu'on anticipe une croissance à taux zéro pour les 20 prochaines années, ce que je ne nous souhaite pas, malgré la récession qu'on va connaître, très forte qu'on va connaître cette année, eh bien, il faut évidemment investir massivement. Alors, dans ces conditions, on ne comprend pas bien pourquoi la dépense publique, hein, j'avais noté quelques chiffres, en 2018, on avait encore 3,3 milliards d'euros de dépenses budgétaires, en 2019, on est passé à 2,9 milliards, et en 2020, on est à 2,5 milliards d'euros. Alors, il y a quelques petits postes qui ont augmenté, comme le chèque énergie, qui est envoyé aux ménages modestes, mais la plupart des dépenses ont été réduites. Et on compte sur des mécanismes de marché à travers les certificats d'économie d'énergie pour faire le travail. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Il faut beaucoup plus de subventions, il faut beaucoup plus d'investissements.
Et pour financer des prêts à taux long, à taux faible et à durée longue, à échéance très longue, comme l'a suggéré Olivier, pour que ça soit rentable pour les ménages de faire ce type d'opération, il faut qu'on puisse recourir à des outils financiers. Alors, ces outils financiers, quels pourraient-ils être? On en a vu plusieurs, et Édouard complétera sur ce point, et ça peut être par des banques publiques d'investissement, ça peut être par la Banque centrale elle-même, ça peut être par des subventions budgétaires à des agences comme l'ADEME ou comme l'ANA, l'Agence nationale pour l'habitation. Il faut voilà, qu'on ait des mécanismes qui nous permettent, qu'on utilise les conditions financières actuelles qui sont extrêmement positives pour mettre en place ces mécanismes de prêts à durée longue. Par exemple, l'éco-PTZ aujourd'hui est limité à 15 ans. Il est distribué par les banques et il est limité à 15 ans, notamment parce que les banques n'ont pas envie forcément de se priver de liquidités en accordant des prêts sur des durées plus longues, prêts qui en plus ne sont pas rémunérés. Mais ces prêts ne sont pas rémunérés, mais ils sont déductibles des impôts pour les institutions bancaires. Donc, c'est pas du tout en perte pour elles. Donc, il faut avoir une politique un peu plus volontariste, un peu plus ambitieuse, qui nous permettrait d'aller au-delà, d'imposer des prêts sur des durées de 20 ans, 30 ans, à des taux nuls, et coupler ça avec toute une politique de subvention. Et puis j'ajoute un dernier point, puisque il faut faire attention, et là encore en économie, tout le monde en est conscient, il faut faire attention à l'équilibre entre l'offre et la demande. Si on permet aujourd'hui à la demande d'exploser, et c'est ce qu'on souhaite, à travers la demande des ménages, à travers la demande des entreprises et des administrations, il faut que l'offre puisse suivre. Il faut qu'il y ait suffisamment de professionnels qualifiés notamment, qui puissent conduire des opérations de rénovation. Et ça suppose, là encore, des aides. Je crois qu'aujourd'hui, je parle sous le contrôle d'Olivier une nouvelle fois, mais je crois qu'aujourd'hui les carnets de commandes sont largement pleins dans toute une série de secteurs du bâtiment, et qu'on n'a pas forcément, si on tente de cartographier aujourd'hui, la main-d'œuvre nécessaire pour mener toutes les opérations de rénovation qu'on souhaiterait. Donc il faut agir à la fois sur la demande et sur l'offre, bien par des dispositifs d'incitation, de subvention, là encore, de qualification. Voilà. Donc, brièvement, voilà ce que, d'un point de vue financier, les différents blocages qu'on peut analyser et qu'on pourrait amener à faire sauter, qu'on pourrait être amené à faire sauter pour avoir une politique plus ambitieuse. Ok, merci Nicolas. Je vais m'adresser maintenant à Édouard Moin d'Agir pour le climat. Édouard, est-ce que tu veux aller un peu plus en avant rentrer un peu plus dans les détails des mécanismes financiers que vous avez imaginés, notamment dans cette tribune, pour régler ce problème de financement de la rénovation énergétique? Et également, puisque ce soir on parle précisément de l'exemple de la rénovation énergétique, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que ces outils financiers peuvent être utilisés pour la reconstruction écologique d'une façon plus globale et peut-être à échelle européenne? Édouard? Alors, vaste question. D'abord, je voulais rappeler, parce que Olivier a signifié tout à l'heure que ça faisait 17 ans qu'il œuvrait malheureusement contre des vents contraires pour faire aboutir ses idées. Récemment, je discutais avec Jean Jouzel, des gens disaient ça va faire 20 ans que l'on indique que on va vers une élévation de 2 à 3 degrés rapidement si on ne fait rien. Et donc, en fait, cette temporalité nous montre que malheureusement, le temps s'est écoulé sans qu'on ne fasse rien. Et je tiens à vous rappeler, bon, malheureusement, je pense que tous, ou presque tous, vous le savez, mais on a eu les 6 mois les plus chauds jamais enregistrés sur la planète, et notamment sur les latitudes nord.
et que l'année 2019 a vu justement dans ces latitudes la réduction de la banquise, des glaciers, pardon, pas de la banquise, des glaciers au Groenland, jamais aussi faible. Donc, on n'a plus le temps. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et donc, il est aussi évident que sur le plan financier, il va falloir, j'allais dire, orienter les financements pour qui vont dans l'économie, et qui plus est dans l'économie de la relance, vers ces sujets. Je pense qu'on a une Commission européenne qui a bien compris l'urgence, on a une présidente de la Commission qui tient très ferme les choses, on a un Parlement qui avance et on a la chance d'avoir des parlementaires de tous les groupes, sauf plus à l'extrême droite, mais ça c'est autre chose, mais qui là aussi veulent motiver la Commission et le Conseil à aller dans ce sens. Et donc là, quand on prend le plan de relance, il y a 750 milliards. Et là, je vais parler sous le contrôle de Nicolas, mais dans ces 750 milliards, il y en a 250 milliards qui vont aller vers les pays, en subvention, vers les pays les plus touchés dans leur économie par la crise. L'Italie, l'Espagne, la France, aujourd'hui, si j'ai bien lu, l'enveloppe va être à peu près de 38 milliards. Et un peu plus de 38 milliards. Et puis, vous avez 500 milliards qui vont aller en prêt et où, pour la première fois, on va être solidaire. Ça, c'est une avancée extraordinaire au niveau européen. Les pays européens vont être solidaires des pays qui vont recevoir ces prêts en cas de défaillance. Donc, c'est quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'il y a là déjà quelque chose d'important qui va arriver. Et Geneviève Ponce, récemment, de l'Institut Jacques Delors, disait eh bien, il faut qu'on soit vigilant pour qu'une part importante, et notamment vers le soutien aux bâtiments, aille dans la rénovation des bâtiments. Et je suis totalement d'accord avec elle. On sait que, grosso modo, une maison des années 70-80 qui fait 100 mètres carrés, qui est à rénover, il y a 30 000 euros à y mettre, ce qui effectivement est un poids pour la grande majorité des propriétaires. Donc, il y a besoin, comme Olivier et Nicolas l'ont dit, à la fois d'un temps long de prêt et d'une efficacité pour que de suite, on ait des gains. Donc ça, c'est important. Tout à l'heure, les chiffres étaient donnés et il faudrait 25 milliards. Nicolas dit qu'il y a 5 milliards par la puissance publique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, seulement 14 milliards sont mis. Donc, il y a 9 milliards qui arrivent par les propriétaires, publics ou privés. Et il faut qu'on passe à 25 milliards si on veut faire les 700 000. Là, on a une possibilité avec ce plan de relance. Nous demandions au sein donc d'Agir pour le climat qu'il y ait 2% du PIB européen qui soit mis dans la lutte contre le réchauffement climatique et donc une part pour la rénovation des bâtiments. Ce que l'on voit aussi, alors là, les deux interlocuteurs précédents l'ont bien souligné, c'est qu'on a une déperdition. On a des moyens déjà, mais malheureusement, on a tellement de tuyauterie pour les faire descendre là où il faut qu'il y a des déperditions, il y a surtout du découragement. Donc, il faut vraiment que là, on se penche sur le sujet. Et puis, par ailleurs, j'ai vu quelques questions, mais malheureusement, tel que c'est fait aujourd'hui, parce que c'est des coûts que l'on fait, et malheureusement, c'est comme ça dans l'économie, on a un certain nombre de personnages qui en tirent des profits d'aubaine. Et on l'a vu, par exemple, avec les inondations à 1 euro récemment, où ça a été une catastrophe. Donc là aussi, je pense qu'en termes d'argent, et il faut bien le mettre en face, il faut aussi de la subvention pour les entreprises à la formation des artisans et à une reconnaissance effective de la qualité du travail qui va être produit. Aujourd'hui en France, le diagnostic de performance énergétique n'est pas opposable. Et donc, vous pouvez avoir des travaux que vous avez payés plein pot, qui malheureusement ne seront pas à la hauteur des gains attendus. En Hollande, une entreprise qui fait les travaux, après que le diagnostic ait été validé, est engagée sur ces travaux. Elle doit rembourser son client si elle n'a pas atteint la performance qui devait être tenue.
Donc ça, il y a là un gros chantier aussi. Et puis on parle de la Banque européenne d'investissement qui devrait devenir la Banque européenne, partie de la Banque européenne du climat et de la biodiversité. Mais aussi on a en France une banque publique qui est le groupe Caisse des dépôts, qui devrait avoir un rôle beaucoup plus conséquent à jouer dans ces dispositifs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les banques privées font du prêt à la consommation. C'est-à-dire que comme on a des dispositifs qui sont des coup par coup, eh bien, quand un ménage vient voir sa banque pour emprunter, pour changer sa chaudière ou isoler sa toiture ou changer ses fenêtres, parce que c'est que par bout, comme le disait Olivier, de prendre l'ensemble de l'enveloppe, eh bien, on va lui faire un prêt à court terme. Et évidemment, pour les ménages les plus modestes, ça ne le fait pas parce qu'il n'y a quasiment pas de gain. Donc, vous avez engagé de l'argent, on vous a fait un prêt à la consommation et vous n'allez pas de retour sur investissement. Donc là, il y a un chantier aussi relativement important. Et par exemple, la Banque Postale, qui fait partie du groupe Caisse des dépôts, ou la Banque des territoires pour les collectivités publiques, devrait avoir un rôle plus conséquent à jouer dans le financement de ces transitions énergétiques. Ça, c'est vraiment un élément important. Il faut vraiment qu'aujourd'hui, on ait cette fluidité entre, j'allais dire, la Banque européenne d'investissement, nos banques publiques d'investissement, que ce soit la KfW en Allemagne ou l'équivalent de la Caisse des dépôts en Italie et autres, pour pouvoir rapidement financer à des taux très faibles sur du très long terme. Hein, c'est ce que Nicolas présentait précédemment. Et puis, il y a ce volet subvention. Et donc, aujourd'hui, on a des subventions pour les plus précaires. Il faut pouvoir, là aussi, bien les flécher, faire en sorte que les dossiers soient beaucoup plus faciles à monter. Et puis, il y a un élément que j'ai découvert dans ma ville. J'ai un voisin qui a toutes les capacités à financer la rénovation dans la totalité, c'est ce qu'il souhaite faire de sa maison, simplement parce que le PLU, vous voyez, c'est des choses parfois totalement… Le PLU lui interdit de le faire aujourd'hui parce que nous sommes placés ville d'art et d'histoire juste pour l'encadrement des fenêtres. Hein, moi, j'habite à Lorient, dans une ville de la reconstruction d'après-guerre. Eh bien, pour qu'on puisse valoriser nos reconstructions des années 50, on a eu ce label pour l'encadrement de nos fenêtres. Donc, il est interdit de faire de l'isolation par l'extérieur. Donc, il y a le côté financier, il y a le côté, j'allais dire, réglementation à tous les étages, depuis le local jusqu'au niveau national. Et puis, l'autre gros volet sur lequel il doit être mis de la finance, c'est sur la formation, la qualité des prestations des intervenants et surtout ensuite la capacité à engager cette prestation avec un recours si elle n'est pas atteinte. Ok, merci Edouard. Merci Edouard pour ton intervention. Donc je rappelle que le contenu de la tribune, enfin la tribune dont le contenu a été débattu ici, est partagé sur l'événement Facebook et au sein dans le formulaire d'inscription qui vous a amené ici. Donc maintenant on va passer aux questions des internautes, à vos questions. Nathan, normalement qui a recensé vos questions, va vous les énoncer. Nathan, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents et présentes. Donc beaucoup de questions après les interventions qui ont précédé. D'abord, une question, alors beaucoup de questions transversales, donc peut-être qu'on essaiera de distribuer la parole auprès de nos intervenants. Notamment une question de Régis qui se demande quelles banques commerciales peuvent raisonnablement accepter de proposer des prêts à des taux stables et relativement faibles, comme un taux à 1%, auprès de particuliers ou d'entreprises. Comment convaincre, en fait, en quelque sorte, les banques de jouer le jeu du financement de la transition écologique avec des taux qui apparaissent si peu élevés? Donc, si un intervenant se sent de répondre à cette question de l'internaute. Alors moi, si Édouard et Olivier me le permettent, je veux bien répondre à cette question, puisque aujourd'hui, il faut savoir que les liquidités, c'est-à-dire la monnaie centrale dont disposent les banques commerciales, étant
progression constante, phénoménale, puisque la Banque centrale européenne a mis à disposition, et ça c'est pas très vieux, hein, ça date il y a quelques jours, ce qu'on appelle des TLTRO, c'est-à-dire des prêts ciblés de long terme, à des taux négatifs qui ont permis aux banques d'emprunter à taux négatif jusqu'à 1300 milliards d'euros. Donc en fait, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, les banques n'ont absolument aucune difficulté à se financer à des taux extrêmement faibles. Par ailleurs, elles bénéficient de la politique d'achat d'actifs de la Banque centrale et comme je le rappelais tout à l'heure, lorsqu'elles accordent un crédit, un prêt à taux zéro pour la transition écologique, c'est déductible de leurs impôts. Donc elles ont vraiment, voilà, en plus ces prêts peuvent être garantis par l'État et s'ils ne le sont pas assez, ben, il faut les garantir plus. Comme ça, ça réduit totalement le risque sur les banques. Et si jamais toutes ces conditions fantastiques que j'ai énumérées, que je viens d'énumérer et qui fait que vraiment il n'y a aucune raison pour les banques de ne pas prêter, parce qu'elles ne prennent aucun risque et que ça ne leur coûte rien. Mais si jamais tout cela ne suffisait pas, il serait même tout à fait possible de passer directement par la Banque centrale européenne, si on le souhaitait. Alors là, c'est un petit peu ambitieux, mais il faut savoir que si la Banque centrale européenne, selon les traités, ne peut pas financer les États, en revanche, rien ne lui interdit de financer des particuliers. L'interdiction pèse sur les États. Et donc, il ne serait pas impossible d'imaginer que par exemple, les collectivités territoriales qu'on évoquait juste avant, aujourd'hui possèdent leur compte au Trésor auprès du Trésor public. Bon, le Trésor public lui-même a un compte auprès de la Banque centrale européenne et il pourrait tout à fait y avoir des tuyaux de financement de la sorte. Mais ça, c'était si on voulait en venir à une extrémité qui n'est pas nécessaire, étant donné les conditions de financement des banques à l'heure actuelle. Ceci étant dit, il faut, j'avais vu quelques questions là-dessus, et j'en profite pour dire un mot très court, mais il faut bien entendu ne pas passer que par des prêts et il faut aussi qu'il y ait des subventions. La Convention citoyenne pour le climat a proposé que pour les ménages très modestes, ces subventions puissent aller jusqu'à 90% du coût de l'opération pour les ménages très modestes, parce que parfois, même si on a un remboursement sur une durée très longue et des économies d'énergie, déjà un certain nombre de ménages modestes ne sont pas propriétaires et sont locataires, donc il faudrait que l'aide passe par les propriétaires des logements. Et par ailleurs, même un reste à charge de 50 ou 100 euros par mois, c'est beaucoup malheureusement pour un grand nombre de ménages. Voilà. Merci Nicolas de ta réponse. Une autre question donc d'un autre internaute, donc Yves, qui se demande en fait si finalement, là on parle du question du financement de la transition écologique, mais il ne faut pas oublier que derrière des projets, il y a du personnel qualifié qui doit s'occuper de la rénovation énergétique, de la construction d'énergie renouvelable. Et en fait, il se demande tout simplement si, même si nous parvenons demain à avoir les financements à la hauteur, pour mener cette transition écologique, il se demande si nos économies contemporaines comptent suffisamment de personnel qualifié. Autrement dit, avons-nous le capital humain et le capital technologique également pour mener ces projets de transition écologique? Peut-être, oui, Olivier? Olivier, il faut que vous... Voilà. Il faut que tu réactives ton micro. Voilà. Bon, ça marche là? Oui, ça fonctionne. Bien. La question de la formation, elle est tout à fait centrale. Il y a maintenant 8 ans qu'on a créé l'opération Dorémy, qui est une formation action, c'est-à-dire une formation de terrain pour
les artisans, donc qui concerne essentiellement la maison individuelle. On leur a appris, on leur apprend à travailler en groupement, on leur apprend à faire une proposition au bon niveau de la performance, on leur apprend toutes les spécificités de la rénovation très performante. Le problème qui se pose, c'est que les artisans nous disent moi j'en ai assez de me former pour que ça débouche sur pas de travaux supplémentaires à la sortie. Et effectivement, aujourd'hui, comme il n'y a pas de grand programme de rénovation, les gens se forment, mais ils n'ont rien à faire en matière de rénovation. De temps en temps, on leur demande de changer des fenêtres, rien n'est changé, ça a toujours existé. Ça veut dire et alors, quand on discute avec les politiques, ils nous font la remarque de cet auditeur qui dit, bah oui, mais est-ce qu'on a suffisamment de personnel qualifié? Les politiques nous disent, mais les gens ne sont pas qualifiés, comment est-ce qu'on peut faire? Autrement dit, c'est un cercle vicieux dont il faut qu'on sorte. Comment? Justement, par le lancement d'un grand programme de rénovation avec une ambition sur 30 ans qui donne une visibilité à tous les acteurs. Aujourd'hui, c'est la plainte principale de tous les acteurs, quels qu'ils soient, c'est de dire qu'on n'a pas de visibilité. Les gouvernements changent, ils changent les programmes, mais derrière, il ne se passe rien. Et nous, on est perdus, le financement n'est plus le même, etc., etc. Il faut donc lancer un grand programme de rénovation avec une visibilité jusqu'en 2040-2050. Et là, les artisans l'ont d'ailleurs déjà dit, là, on s'organisera pour effectivement apprendre, se structurer, etc. Pour l'instant, on peut considérer qu'il y a, sur la maison individuelle, un déficit de compétences. Il y a quelques groupes qui sont compétents, mais en moyenne, les gens ne sont pas compétents. Ceci dit, il m'est arrivé, en tant que bureau d'études, de faire de très grosses rénovations, 650 logements sociaux, des choses comme ça, ou des gros bâtiments tertiaires. Et là, c'est tout à fait différent. Avec une maîtrise d'œuvre qualifiée, volontaire, qui fait un bon programme, avec de l'ambition énergétique, on trouvera toujours d'assez grosses entreprises du bâtiment dans lesquelles les compétences y seront, et si elles n'y sont pas, de toute façon, on est là sur le chantier pour les faire s'exécuter. Ça veut dire que dans l'immédiat, on n'est pas obligé d'attendre que toute la profession soit qualifiée. On pourrait commencer, par exemple, par la rénovation du secteur social, ce qui nécessiterait un autre mode de financement, mais on ne va pas rentrer dans ce détail aujourd'hui, parce que le logement social, lui, il est capable immédiatement, vous pouvez rénover 100 000 logements au meilleur niveau de performance tous les ans, dès maintenant. Ils savent faire, c'est leur métier. Et puis, il y a tout le secteur tertiaire qui pourrait aussi trouver un terrain où on pourrait faire de la rénovation. Il y a déjà des compétences qui existent. Voilà. Il faut distinguer les choses, il ne faut pas ne rien faire au motif qu'il y a un déficit de formation qui est évident, mais il touche surtout la maison individuelle. Merci beaucoup Olivier de cette réponse. Une autre question donc qui je pense sera adressée à Nicolas Dufresne, puisque il en formule un point dans son dernier ouvrage. Donc Nicolas, Jérôme pardon, qui pose la question de par quel mécanisme la Banque Centrale Européenne peut-elle annuler les dettes publiques? Oui, alors effectivement, j'ai écrit plusieurs tribunes, puis une partie du livre que j'ai coécrit avec Alain Grandjean, donc le président de la Fondation Nicolas Hulot. Alors en effet, l'annulation des dettes publiques, alors je précise tout de suite, ce qu'on propose, c'est une annulation des dettes publiques détenues par la Banque centrale, hein, puisque annuler les dettes publiques qui sont détenues par les banques, par les compagnies d'assurance, par les fonds de pension, etc., ça créerait des difficultés, ça créerait une crise de liquidité et des difficultés pour un certain nombre d'épargnants. Donc, il n'est pas question de ça. Nous, on veut annuler la dette publique qui est détenue par la Banque centrale. Donc, il faut savoir que suite à ces politiques d'achat d'actifs, la Banque centrale a accumulé en Europe 2320 milliards d'euros de dette publique. Et pour le seul cas de la France, c'est 457 milliards d'euros de
notre dette, pratiquement 20% de notre dette publique qui est détenue par la Banque centrale européenne via la Banque de France. Donc en plus, c'est notre propre Banque centrale qui les détient pour le compte de la Banque centrale européenne. Donc notre idée, elle est de dire, puisqu'on a cette masse de dette considérable qui est détenue par la Banque centrale et qu'une banque centrale fondamentalement n'en a rien à faire de posséder des dettes ou d'être d'avoir un bilan négatif, puisque de toute façon elle crée de la monnaie comme elle veut et elle est l'institution même qui est à l'origine de la liquidité. On pourrait annuler tout ou partie de cette dette publique en échange d'investissements dans la transition écologique. Imaginons par exemple que la Banque centrale nous dise, voilà, je possède 457 milliards dans le cas de la France, j'en annule 100 milliards pour, mais en échange, vous les États, vous avez une réduction donc de votre dette publique et donc en échange, vous devez investir, et notamment, pour le coup, dans la rénovation énergétique des bâtiments, mais pas seulement, dans le développement du fret ferroviaire, dans la protection de la biodiversité, dans tout ce qu'on appelle de nos vœux pour une politique de reconstruction écologique, eh bien, ça ne léserait personne. Il faut bien comprendre ça. Aucun investisseur privé individuel ne serait lésé, personne, et la Banque centrale se retrouverait avec un bilan déséquilibré, ce qui fait que les écritures comptables seraient déséquilibrées parce qu'elle aurait donc un passif qui serait supérieur à son actif, vu qu'une dette publique est inscrite à l'actif et qu'on annulerait ça. Mais fondamentalement, quel est le problème? Il n'y en a aucun, puisque la Banque centrale encore une fois, est à l'origine de toute création de liquidités. Donc voilà. Voilà comment on voit les choses. Juste pour dire, il faut savoir que les abandons de créances, c'est-à-dire les annulations de dettes, sont très courantes dans la vie économique. Il est très fréquent qu'une banque ou une grande entreprise annule la dette que lui doit un sous-traitant, plutôt que de voir, par exemple, ce sous-traitant connaître des difficultés. Et ce qu'on constate aussi en ce moment, là, dans la crise du Covid, c'est qu'il y a beaucoup de créanciers qui décident, alors non pas totalement d'annuler la dette, mais de dire à des prêteurs qui ne peuvent pas rembourser leur dette, dire très bien, nous on va transformer la dette que vous nous devez en capital. Donc en fait, on va remplacer de la dette par une prise de participation. Et nous, fondamentalement, on demande exactement la même chose. On demande que la dette publique détenue par la Banque centrale soit transformée en investissement. Et en investissement pour la transition écologique, pour la rénovation énergétique des bâtiments et pour tout ce dont on a besoin. Voilà l'idée résumée. Je sais pas si ça répond à la question. Et je vois qu'il y a une question sur la limite. Alors, effectivement, la limite, c'est simplement les 457 milliards dans le cas de la France que détient la Banque centrale. On ne peut pas en annuler plus parce que là, on poserait des difficultés pour les épargnants, pour les banques, pour les compagnies d'assurance. Et encore une fois, c'est pas ce qu'on veut. Voilà. Merci Nicolas de cette réponse. Tu affirmais à un moment dans ta réponse qu'il n'y avait pas de problème lié à l'annulation des dettes. Il y a quand même des réticences politiques et justement, je fais la transition au niveau européen. Il y a des blocages idéologiques contre l'annulation des dettes. C'est un tabou européen. Et donc, j'en viens à ma troisième question donc d'un internaute qui demande à Édouard Bouin, donc déjà pour le climat, auprès de quels acteurs est-il essentiel aujourd'hui d'effectuer le plaidoyer et comment est-ce que, par quels arguments sont les plus à même de convaincre les décideurs pour mettre en œuvre les efforts de transition écologique? Alors, tu l'as évoqué, il est clair qu'il y a une pédagogie, il y a un plaidoyer à mener auprès du politique. Et c'est vrai qu'il y a des postures européennes qui sont très différentes. Alors, on va voir ce que le Conseil va nous sortir d'ici peu. Et je pense qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir au Parlement européen des parlementaires de goûts très différents qui sont en train de s'allier pour faire avancer les choses. Et là, je pense que
l'ensemble des ONG, des groupes de pression doivent travailler sur le sujet. Un des éléments que Olivier a mentionné tout à l'heure pour la France, mais pour l'Europe, on sait par exemple que investir dans la rénovation thermique des bâtiments en Europe, c'est, alors la fourchette est large, mais c'est 2 millions à 4 millions d'emplois nets de créer. Donc, dans ce moment où on nous parle, et malheureusement, avec cette crise de perte d'emploi dans de nombreux secteurs, on a là aussi la capacité à très vite pouvoir, dans d'autres secteurs, compenser ces pertes d'emploi. Et ce que disait Olivier, il faut évidemment, malheureusement, pour des gens qui perdent l'emploi, peut-être que ce ne sera plus dans leur secteur, donc il faut aussi de l'investissement dans la formation. C'était en partie d'ailleurs le fonds de transition juste de la Commission, qui allait vers les pays comme la Pologne, qui permettait de transformer les métiers du charbon en des métiers qui seraient compatibles avec une économie allant vers le Green Deal. Donc, je pense qu'il est très important d'abord que les groupes de pression comme les nôtres, que ce soit l'Institut Rousseau, que ce soit Negawatt, que ce soit nous, que ce soit d'autres, vraiment, on collabore, on travaille ensemble et qu'on aille, j'allais dire, positivement vers le politique, faire de la pédagogie pour avancer très vite. Et puis ensuite, et ça, je veux dire, à tous les niveaux, parce qu'on voit aussi au niveau local, moi je l'ai évoqué, puis quelqu'un d'autre l'évoquait là dans les remarques, mais on a des gens qui localement ne comprennent pas encore, donc il faut que localement on aille voir nos élus tout fraîchement élus ou réélus pour leur indiquer qu'il y a un chantier. Beaucoup ont des agences locales de l'énergie très performantes adossées à l'ADEME. Malheureusement, elles sont souvent sous-financées pour pouvoir bien œuvrer sur le territoire. Et donc, les capacités des personnes techniques qui y sont sous-utilisées. Et donc, je pense que là, c'est vraiment à tous les échelons, que ce soit territoriaux, régionaux, comme en nationaux et européens, que l'on doit vraiment faire avancer très, très vite ce plaidoyer. Merci Edouard. Une autre question donc de Lucas qui donc s'adresse à Olivier qui souhaite te demander, outre le logement social, quel type de bâtiment faut-il rénover en premier dans l'effort de transition énergétique? Et il indique notamment que l'Institut Jacques Delors préconise d'abord les établissements scolaires. Et donc quelle est ton opinion sur ce point? Tout ce qui est gros bâtiment, puisque c'est là qu'on va trouver des entreprises de grosse taille, où on va trouver la compétence également. Donc, hormis le logement social, on pourrait imaginer les copropriétés, sauf que dans les copropriétés, tout est bloqué par les modes de décision. Donc, on va mettre ça sur le côté pour l'instant. On en arrive donc au tertiaire. On a fait, nous, en tant que bureau d'études Enertech, des rénovations de bâtiments tertiaires absolument impressionnantes. Il y a des gisements d'économie considérables qui ne touchent d'ailleurs pas que la thermique, mais aussi l'électricité. Ce n'est pas l'objet directement ici, bien que les économies d'électricité sont essentielles. On a réussi, par exemple, à faire des travaux dans des bâtiments de 35 000 m² qui ont coûté 10 € du mètre carré et qui ont réduit de 40%, 42% exactement, les consommations d'électricité. Donc, tous les bâtiments de bureaux sont des bâtiments sur lesquels il faut tout de suite commencer des travaux importants, mais vraiment importants. C'est plus facile d'ailleurs que dans le logement, à mon avis. Bien sûr, tout ce qui est bâtiments scolaires et universitaires, il faut faire quand même un petit peu attention de ce côté-ci parce que c'est des bâtiments qui sont quand même moins utilisés, ils sont utilisés de façon intermittente. Donc les gisements d'économie ne sont pas tout à fait les mêmes. Voilà. Moi, j'irais plutôt, pour commencer, sur le tertiaire de bureau. Il y a beaucoup à faire. Et là, c'est extrêmement rentable, très, très, très rentable. Merci Olivier de ta réponse. Nicolas, je pense qu'une réponse une question pardon, qui te concerne. Comment est-ce que la Caisse des dépôts allemande, donc la KfW, arrive-t-elle à relayer ses prêts pour la rénovation thermique auprès des banques de dépôt en Allemagne, alors qu'en France, la Caisse des dépôts le fait beaucoup moins, en tout cas moins visiblement?
Alors, les Allemands ont en effet un système avec la KfW qui est très particulier et qui est assez intelligent quelque part, puisque les aides, déjà il faut savoir que la KfW a un bilan qui est supérieur à 500 milliards d'euros, là où BPI France a un bilan de 50 milliards d'euros. Donc, on est sur des ordres de grandeur beaucoup plus élevés. Bon, on a aussi la Caisse des dépôts chez nous, mais c'est particulier puisqu'il y a le livret A et le logement social. En fait, l'État allemand passe par la KfW pour distribuer des prêts aux particuliers. Donc, en fait, et la KfW passe à son tour par les banques privées pour distribuer ses prêts. Elle n'en accorde aucun directement. Donc, c'est toujours en cofinancement quelque part avec des banques privées, ce qui évite à la KfW de passer sous le radar des aides d'État, et ça lui permet de financer plus largement une politique de prêts très large, notamment. Alors, je ne sais pas exactement quel est le rôle de la KfW en matière de rénovation énergétique. Ça, je ne voudrais pas m'aventurer sur ce terrain-là, je ne connais pas assez. Mais en tout cas, la KfW a un partenariat très fort avec les banques privées qui distribuent ses prêts alors qu'elle en assume le risque. Merci Nicolas de ta réponse. Une question de Cécile pour Édouard d'Agir pour le climat, qui demande en fait qu'est-ce qu'il est possible de faire en tant que citoyen ou en tant que citoyenne au niveau municipal, au niveau du financement de projets de transition écologique. Alors, il y a plusieurs sujets. Le premier qui est réglementaire, c'est d'avoir des personnes autour de soi qui puissent, j'allais dire, dépecer un PLU pour voir si dans ce PLU, on a des éléments, des freins à la rénovation des bâtiments. Et il y en a très, très souvent. Même quand on n'est pas dans un site classé, on a un certain nombre de freins. Par ailleurs, je pense que là, actuellement, il y a une sensibilité, on l'a vu, grandissante sur ces sujets. Et je crois qu'il y a là aussi un plaidoyer à mener de la part des citoyens auprès de leurs élus, et notamment, avec les regroupements, que ce soit les comités de communes, les agglos ou les métropoles, qui vont avoir des possibilités d'œuvrer sur ces sujets. Et Olivier l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a aussi un patrimoine public qui est énorme et sur lequel les collectivités pourraient très vite avoir des gains sur les consommations d'énergie. On a un patrimoine souvent très ancien. Alors, c'est un patrimoine pas forcément toujours simple sur lequel on peut mettre en œuvre la rénovation, mais il y a là un patrimoine. Alors, les écoles, effectivement, elles ne sont utilisées que partiellement dans l'année, mais dans certaines zones, c'est en hiver avec des zones pluvieuses et plus froides, et on a des écoles des années 60-70 en préfabriqué qui sont de vraies passoires énergétiques là aussi, et malheureusement parfois dans des secteurs où les enfants sont déjà en précarité énergétique chez eux. Donc là, je pense que le patrimoine public, d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, Olivier, dans les lois Grenelle, normalement, nous aurions dû, pour 2020, réduire à moins de 120 kWm² an les bâtiments publics. Et on en est très, très loin. Oui, ça n'avait pas été exprimé comme ça. C'était moins 38% sur l'ensemble du parc bâti. L'ensemble, c'est-à-dire privé, public. On n'a rien fait du tout. Donc, c'est très clair. Merci Édouard et merci Olivier. Une question d'une internaute qui aimerait en fait s'engager dans des projets de rénovation énergétique de son logement, et en fait elle ne sait pas s'adresser à, elle n'a pas de contact auprès de professionnels, et donc elle se demande si l'association Négawatt ne pourrait pas faire une sorte de liste de professionnels reconnus pour la rénovation énergétique. Alors, ce n'est pas directement l'association Négawatt. En fait, l'association Négawatt a créé, il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, l'Institut Négawatt,
qui était un institut de recherche dans lequel on travaillait sur les solutions pour la transition énergétique. Et cet institut lui-même a donné naissance à la SAS Doremi, et qui est une activité qui s'était développée avec l'Institut, à savoir la formation Doremi des artisans, qui a pris tellement d'ampleur qu'il a fallu créer une société exprès pour ça. Aujourd'hui, ce qu'on s'amuse à appeler le groupe Négawatt, c'est une 50aine de salariés, dont une grande majorité sont dans Doremi. C'est à Doremi qu'il faut s'adresser. Doremi dira si il est implanté, elle est implantée dans la zone où se trouve cette personne, parce que c'est par territoire qu'on travaille, donc en général par région d'abord, région administrative. Et lorsque les régions sont partantes, aujourd'hui il y en a 5 en France, je crois, eh bien il y a des territoires dans les régions sur lesquels le dispositif peut se développer, donc sur lesquels on va trouver des groupements d'artisans qui sont compétents. Voilà, Négawatt ni Doremi ne peut déclarer des artisans compétents ou pas compétents comme ça sur je ne sais trop quelle base, il est juste capable de dire sur ce territoire-là, on a formé des gens, et voilà les adresses. Donc je peux pas donner l'adresse email de Doremi comme ça, mais on le trouve facilement sur Internet ou par l'association Négawatt, en appelant, on aura les coordonnées. Merci Olivier. Une question pour Nicolas Dufresne. Donc un internaute qui demande est-ce qu'on sait précisément, donc dans le plan de relance européen qui est actuellement en discussion, quelle est la part de l'enveloppe de ce 10 plan qui est donc prévue pour la rénovation de la rénovation thermique? Ben pour l'instant, en fait, on n'a pas encore de plan. Pour l'instant, il y a une proposition franco-allemande, mais c'est le Conseil européen des 16 et 17 juillet qui va finaliser le plan. Enfin, on l'espère, parce que il continue d'y avoir des divergences, notamment avec les pays du Nord, qu'on appelle parfois les pays frugaux, sur la répartition, notamment entre subventions et crédits. Parce qu'il faut bien comprendre que la logique du marché première est de dire ça doit reposer sur les acteurs de marché que sont les ménages, les entreprises, voilà, et ça doit pas être des subventions. Donc tout doit passer par des prêts. On veut bien mettre de l'argent, mais tout doit passer par des prêts et non pas par des subventions. Ça, c'est vraiment au cœur de la logique du marché et des institutions européennes. Apparemment, la France et l'Allemagne sont en train quand même un peu de taper du poing sur la table pour qu'il y ait des subventions et donc que ça passe par des crédits budgétaires dans les budgets des États membres. Pour l'instant, c'est pas encore, on n'a pas encore la réponse. On espère que le Conseil du 16 et 17 juillet sera conclusif, mais c'est même pas certain. Donc voilà, on attend. Merci Nicolas. Et enfin peut-être une dernière question pour Olivier. On sait que la rénovation énergétique, c'est un investissement pour les ménages, c'est une décision qui peut parfois poser beaucoup de problèmes en termes de lieu de vie, puisque c'est des travaux qui sont lourds pour les ménages et pour les bâtiments. Et donc cet internaute se demande en fait comment faire l'effort de rénovation énergétique pour certains types d'immeubles. Alors il pense par exemple aux immeubles haussmanniens, l'impact sur l'esthétique de l'immeuble haussmannien, comment est-ce qu'on peut engager une réflexion sur ce point. Et surtout, la rénovation, elle se fait surtout, je crois, de l'intérieur d'un bâtiment, la rénovation thermique. Est-ce que ça ne risque pas de réduire la surface en mètres carrés et dans des logements, des situations de logement qui sont parfois aiguës, où le prix au mètre carré est très élevé, est-ce que ça ne constitue pas une dissuasion très forte de rénovation thermique? Et comment pourrait-on se positionner face à ces deux problèmes? Beaucoup de questions intéressantes qui concernent quand même, il faut le reconnaître, un petit nombre de logements dans toute la France. Face à la question du changement climatique, si un jour il fallait faire une exception pour certains, on pourrait le faire pour quelques quartiers haussmanniens ou quelques logements très petits. Je mets ça entre parenthèses quand même, pour pas dire que ça arrête tout le mouvement de la rénovation. Alors, non, on ne rénove pas que par l'intérieur.
Moi, j'ai même fait des rénovations d'immeubles, on n'est pas rentré dans les logements, on a tout fait par l'extérieur. On peut changer les fenêtres par l'extérieur, on fait l'isolation des parois par l'extérieur, on peut isoler la toiture par l'extérieur, on peut presque tout faire. J'exagère, il faut quand même à un moment donné pénétrer dans les logements, mais pas pour grand-chose. On est capable de faire beaucoup de choses par l'extérieur. Après, il y a cette question des quartiers et des bâtiments à caractère. Notamment, on a toujours cette histoire de l'haussmannien qui concerne certains centres de grandes villes, on va dire les choses comme ça. Il faut rénover par l'intérieur. Personne s'est dit qu'on allait modifier les façades en les isolant par l'extérieur et à l'intérieur. Alors par contre, on rencontre une autre difficulté, c'est toutes les boiseries et les décorations qui figurent dans les logements, mais qu'on peut recréer. Alors, bien évidemment, c'est des rénovations qui coûtent plus cher qu'en secteur social, mais c'est faisable. Les gens ont aussi plus de moyens. Donc, on peut imaginer de reconstituer à l'identique à l'intérieur après avoir fait une rénovation très performante. Dans les petits logements, et même dans les grands d'ailleurs, la remarque que tu viens de faire, elle concerne le prix au mètre carré. C'est exact que si on veut rénover au bon niveau, c'est des épaisseurs d'isolant qui sont situées entre 15 et 20 cm sur les murs. Donc, sur le linéaire du logement, ça fait perdre pas mal de mètres carrés. Dans un certain nombre de quartiers, on va parler de quartiers de certaines grandes villes, où le mètre carré dépasse largement les 10 000 €, on va me dire, mais c'est une somme énorme. Ce qui est vrai. Ça reste marginal, je le signale. Mais il existe déjà des solutions un peu compliquées à mettre en œuvre qui sont construites sur l'isolation sous vide. L'isolation sous vide, ce sont des petits complexes de matériaux qui sont ensachés dans des plaques qu'on ne peut pas couper puisqu'ils sont sous vide. Et la capacité d'isolation de ce matériau-là est considérable. Moi, j'ai isolé une partie de chez moi pour m'amuser comme ça avec ces matériaux-là. Je n'ai pas donné, mais avec 3 cm de cet isolant, j'ai l'équivalent de 15 cm en temps normal. Et ces matériaux sont sur le marché. Un grand fabricant français, plusieurs même en fabriquent, et on peut en disposer. Ça reste plus cher que des solutions classiques, mais voilà, il y a des réponses, là aussi, on peut pratiquer ces rénovations. Enfin, la question qu'on doit se mettre en perspective, c'est quand même la question du changement climatique. Alors, j'entends toutes ces remarques, je les entends, et ça fait longtemps que je les entends. Elles touchent souvent des ménages qui sont plutôt aisés, sauf les petits logements, ça j'en conviens. On trouvera toujours des solutions, et s'il faut faire de très rares exceptions, dans certains cas, pour des ménages qui ont peu de moyens, on les fera, il n'y a pas de souci. Mais voyons quand même l'objectif central, qui est d'éviter que le climat prenne plusieurs degrés, 3, 4, 5. Je crois que c'est quand même ça qu'il ne faut pas perdre de vue. Et derrière ça, on saura prendre les bonnes décisions. En tout cas, je l'espère. Eh bien, Cyril, je crois que nous arrivons à 19h20, donc… Oui. Eh bien, en soi, si nos intervenants n'y voient pas d'objection et si tu vois une question ou deux qui te semblent intéressantes à poser, n'hésite pas. Ah, il y a Edouard qui aimerait s'exprimer. On va laisser. Oui, rapidement, parce que je voyais que plusieurs personnes mettaient l'ADEME en cause. En fait, l'ADEME, et Olivier l'a très bien exprimé quand il relatait que Nicolas Hulot disait qu'on avait un Premier ministre, un ex-Premier ministre qui ne voyait pas la rénovation énergétique comme quelque chose qui allait apporter à la société. L'ADEME, malheureusement, voit ses moyens d'intervention se réduire. Ce n'est pas l'ADEME qui ne veut pas intervenir. Les moyens d'intervention de l'ADEME, à la fois humains et en capacité financière, se réduisent. Donc là, il y a vraiment une politique de l'État qui ne va pas dans ce sens. Si je peux, je voudrais juste appuyer le propos d'Edouard, parce que c'est vrai qu'on a vu, vous savez qu'au niveau budgétaire et au niveau des effectifs, le ministère de la Transition écologique et solidaire, le MTES, a été un des plus touchés ces dernières années par les restrictions de budget et les pertes d'effectifs. Et c'est la même logique qu'on voit notamment aussi sur certains crédits d'impôt, notamment, vous savez, le crédit d'impôt
pour la transition énergétique a été supprimé. Il y avait une dépense de 1,7 milliard d'euros. Il a été remplacé par un dispositif budgétaire qui s'appelle MaPrimeRénov' et qui est concentré sur les ménages les plus modestes. Mais en réalité, ça exclut beaucoup de gens. Donc, je pense aussi que dans les propositions un peu opérationnelles qu'on peut faire, c'est de dire, alors certes, il faut aider particulièrement les ménages les plus modestes, ça c'est une évidence, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, mais est-ce qu'il était vraiment utile d'exclure les ménages un peu plus riches, c'est-à-dire les 8e, 9e et 10e déciles qui effectuaient à eux seuls plus de 50% des opérations de rénovation énergétique? C'était pas forcément une bonne idée parce que du coup on risque de perdre beaucoup en incitation et de la même façon on imagine bien que tout le monde évidemment n'a pas de résidence secondaire, mais est-ce qu'il faut aussi exclure les résidences secondaires des dispositifs d'aide? Là encore, il y a une logique budgétaire et puis il y a une logique d'urgence pour le climat. Si on considère que l'urgence pour le climat est prioritaire, il faut faire feu de tout bois et inciter au maximum, voilà, en ne restreignant pas les aides, y compris pour les ménages plus favorisés. Voilà, sinon c'est contre-productif. Donc on a quand même une logique de restriction budgétaire à la fois qui touche, qui du coup handicape à la fois la construction de guichets uniques, les personnes et les institutions qui mettent en œuvre ces politiques et l'aide, les dispositifs d'aide aux ménages et aux entreprises. Voilà, et c'est pas forcément une bonne chose. Merci Nicolas. Et une dernière question. Olivier, tu souhaitais rajouter un point, oui? Et j'ai une question pour toi également, une dernière question peut-être. Sur la question des aides, il y a quelques années, il y a 2 ans, je me suis interrogé justement sur quel était le montant des aides nationales pour la rénovation. J'ai fait une recherche assez exhaustive, bien documentée. C'était 4,5 milliards. Ces 4,5 milliards, il y en avait 1 milliard, 1,5 milliard qui était sur le crédit d'impôt, et tout le reste, c'était sur de la TVA à 5,5%. Tous les rapports, Caisse des dépôts, Cour des comptes, Conseil général du développement durable, expliquaient que ces aides étaient quasi improductives en matière d'économie. Et la question que je m'étais posée à l'époque, c'était, avec 4,5 milliards, qu'est-ce que je serais capable de financer sur la rénovation via un prêt à taux zéro? Aujourd'hui, avec les prêts négatifs, et je demanderai à Nicolas de vérifier tous mes calculs, pour moi, pour un peu plus de 2 milliards d'euros par an, l'État financerait les 25 milliards de travaux avec des prêts à taux zéro, donc 2 fois moins que les aides qui ne servaient pas à grand-chose qu'il mettait en œuvre en 2016. Aujourd'hui, les aides de l'État ont baissé, d'ailleurs, il faut le signaler. Mais on a là une autre façon d'utiliser l'argent, sauf qu'on bute sur, toujours pareil, la volonté des banques d'aller vers le prêt à taux zéro. Voilà. Et donc pour conclure cette discussion, une dernière question de Cécile qui demande aujourd'hui que doit faire un particulier, quelle démarche un particulier doit-il entreprendre pour rénover son logement? Est-ce qu'il existe un guide, un référencement spécifique? Tout seul. Et notamment Olivier, sur le diagnostic de rénovation thermique du bâtiment. Alors, le diagnostic peut être demandé, il y a toute une liste de diagnostiqueurs, il y a énormément de diagnostiqueurs plus ou moins bons, mais ça c'est très facile, il suffit il doit y avoir des listes qui existent, c'est pas compliqué, mais c'est le point de départ, c'est tout. Moi je ne sais même pas s'il faut passer par là. Pourquoi? Parce que je ne m'intéresse pas au point de départ, je sais où je dois arriver et je sais ce qu'il faut faire pour y arriver. Donc, je ne me pose plus de questions sur est-ce qu'il faut faire un diagnostic. Par contre, j'établis ce que j'appelle un état des lieux. J'ai besoin de savoir quelle est la nature des parois sur lesquelles je vais accrocher quelque chose, etc., pour pouvoir faire les travaux. Alors, comment est-ce qu'un particulier doit s'y prendre? Il ne peut pas s'en sortir lui-même à cause du dispositif de financement et de sa complexité. Il faut donc qu'il se rapproche
de tous les dispositifs dont on a parlé tout à l'heure, le fameux SAR, hein, donc c'est un service d'accompagnement à la rénovation énergétique, ou les anciens points info énergie, là, les espaces info énergie, les EIE, qui existent dans tous les départements et où il y avait des gens compétents, capables d'aider chaque particulier dans le chemin assez complexe, à la fois du financement, mais pour trouver les artisans. C'est pas très bien réglé à l'heure actuelle, pour être honnête, hormis le dispositif d'Aurélie, quand il existe, ça reste la croix et la bannière. Il faut être très, très, très honnête avec ça. Et il y a beaucoup de choses à faire et à améliorer dans ce domaine pour l'instant. Voilà. Merci Olivier. Et bien Cyril, je te laisse conclure. Oui, merci Nathan. Et bah, il va être temps de clôturer cette webconférence. Merci encore aux intervenants, Olivier Sidler de Negawatt, Nicolas Dufresne de l'Institut Rousseau et Édouard Boin de Agir Pro Climat. Merci Nathan aussi pour l'animation de ce temps d'échange. Et avant de clôturer complètement la webconférence, je voulais faire passer une petite information. Avec l'association Agir pour le Climat, on organise ce dimanche un temps d'échange avec Lucas Chabalier, qui est le responsable plaidoyer de notre association, Pierre Larouturou, qui est député européen et rapporteur chargé du budget, et Jean Jouzel, éminent climatologue et glaciologue. Donc, ça sera autour de la thématique l'Europe post-Covid vers une reconstruction écologique et sociale, point d'interrogation. C'est donc ce dimanche 5 juillet et ça sera à 11h du matin et ça se passera en ligne. Toutes les informations sont sur les réseaux sociaux. Donc, merci encore à tout le monde et bonne soirée. Je vais vous partager un visuel avec normalement… Ah bah non, je peux pas. Bon, toutes les informations sont sur les réseaux sociaux pour dimanche. Merci à tous. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir, merci. Au revoir, merci.